Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération. Aujourd'hui, nous sommes repartis vers l'Asie et plus précisément à Colombo, la capitale du Sri Lanka, un état insulaire de 65 000 km² du sous-continent indien, situé au sud-est de l'Inde et à l'est des Maldives, à 8 500 km de Paris. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Karine Buzot, qui est administrateur principal des affaires maritimes et aujourd'hui chef d'un projet ambitieux dont l'inauguration vient d'avoir lieu au moment où nous enregistrons ce podcast. Karine, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va faire très simplement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours professionnel ? Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a mené à travailler à la DCSD dans le domaine des affaires maritimes ? Qui je suis ? Au départ, je suis administrateur des affaires maritimes. Donc, je viens du ministère chargé de la mer. J'ai été formée après un bac plus 5 pendant 2 ans à l'école d'administrateur des affaires maritimes. Et à partir de là, j'ai pu travailler à la fois en direction départementale des territoires et de la mer, dans un département français, et dans des centres opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer, donc en CROSS. En fait, c'est une opportunité qui s'est offerte à moi de pouvoir travailler à la DCSD. Il s'avère que j'étais en poste à La Réunion, au CROSS, qu'on m'a proposé de venir à 2 reprises au Sri Lanka pour dispenser des formations en matière de sauvetage en mer à destination de personnel sri-lankais. Et dans ce cadre, j'ai eu l'occasion d'en apprendre plus sur le projet qui était alors en train de se monter, justement de créer un centre de formation à la sécurité maritime au sens large à Sri Lanka. Et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce projet. Donc la première fois que vous avez entendu parler de la DCSD, c'était quand vous étiez en poste à La Réunion, c'est ça ? À peu de choses près. Alors la DCSD, c'est quand même une structure dont on entend parler, notamment parce que les affaires maritimes travaillent aussi avec la Marine nationale. On est amené à travailler avec d'autres corps d'armée. Donc c'est un nom qu'on entend qui, à ce moment-là, pour moi, très honnêtement, n'évoquait pas encore grand-chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette mission au Sri Lanka ? Donc, vous y aviez été déjà en missionné, mais sur une courte durée, de ce que je comprends. Donc, pourquoi vous avez accepté cette mission de coopérante ? On va être très honnête, alors si je peux donner un nom, je suis un peu là grâce à Magdalena Biogé. Ah, que nous avons interviewé déjà. Tout à fait. Il s'avère que la première fois que je suis venue dispenser une formation au Sri Lanka, c'était en parallèle d'une mission de la DCSD qui venait justement examiner de façon plus pragmatique les modalités de la convention qui pourrait se mettre en place pour établir ce centre, qui venait visiter des installations à la fois de l'université de défense qui est à Colombo et de l'académie marine qui se trouve à Trincomalee. Et il s'avère qu'on s'est rencontrés à cette occasion, qu'on a pu échanger sur le sujet, et que c'est plus ou moins elle qui m'a dit assez directement on est en train de monter ce projet-là à Sri Lanka, si jamais ça se faisait, on aurait besoin d'un coopérant sur place, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Et vous aviez déjà un petit peu les contours du projet ou assez peu finalement ? J'avais les grandes lignes du projet. Je savais que l'idée, c'était de monter un centre de formation sur les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime, qui sont des domaines d'intérêt pour moi. Je suis également très intéressée par la formation de manière générale. J'ai eu la chance de pouvoir, notamment dans les CROSS, être en position de chef de service de formation.
Donc quelque part, c'était dans le champ de mes appétences, à la fois sur la partie régionale, parce que l'intérêt pour l'océan Indien, et sur le cœur de métier. Donc on était un peu, entre guillemets, pile dans la cible. Oui, bien sûr. Alors justement, avant de rentrer dans le cœur du projet, ce qui nous amène aujourd'hui sur cet épisode, vous avez déjà donc été sur plusieurs postes, en cross notamment, au cours de votre carrière. Vous avez mené des missions qui peuvent être complexes en gestion maritime, jusqu'à maintenant, jusqu'au Sri Lanka. Est-ce que vous avez des missions, des postes qui vous ont plus marqué que d'autres ? Alors, c'est difficile de répondre de façon très simple à une question comme ça. La variété de mes fonctions fait que j'ai pu voir un certain nombre de sujets assez variés, assez différents. J'ai pu travailler sur de l'environnement marin, j'ai pu travailler sur de la police en mer, j'ai pu travailler en matière de recherche et de sauvetage. Dans toutes ces fonctions-là, il y a vraiment de très belles expériences et qui restent. Et ce serait difficile de les comparer les unes avec les autres en jugeant une meilleure que l'autre. Sur la partie sauvetage en mer, ce qui reste, c'est forcément certaines opérations qui sont plus marquantes que d'autres. Là, de la même façon, c'est difficile d'en catégoriser une ou d'en identifier une plus qu'une autre. Parce que on est dans des métiers où on est soumis, notamment en cross, à de la gestion de stress, de la gestion de crise constante. On fait face à des situations de détresse, de difficultés pour les gens qui sont en face. On doit gérer leurs difficultés et être capable de quand même compartimenter pour soi-même ne pas se laisser embarquer dans leur propre stress et de pouvoir un peu objectivement traiter la situation et du mieux qu'on peut. Donc certaines opérations, je pense, nous affectent un peu parce que on reste des êtres humains avec des ressentis personnels et donc forcément certaines choses vont tirer sur certaines cordes un peu sensibles. Et d'autres opérations, elles vont être peut-être plutôt marquantes par la résonance et par l'impact qu'elles vont avoir. Je vais en citer une qui forcément a eu un impact très significatif en Méditerranée, quand j'étais au Cross Méditerranée. C'est la collision entre un roulier tunisien, l'Ulysse, et un porte-conteneur, le CSL Virginia, dans le nord du Cap Corse. C'est un événement qui a eu un retentissement assez important parce que ça faisait très longtemps en Méditerranée qu'il n'y avait pas eu un événement d'une telle ampleur. Il a été malheureusement source d'une pollution assez importante. Et outre ça, ce qui m'a assez marqué sur cet événement-là, c'est tout bête, c'est un peu anecdotique, mais c'est le début. Et je crois que ça me restera toujours. C'est un dimanche matin, il est presque 7h du matin, et je m'apprête à rejoindre mes équipes au PC Opération quand mon téléphone sonne, et j'ai souvenir d'avoir mon croissant à la main, et mon chef de quart au téléphone qui me dit il y a 2 navires qui viennent de se rentrer dedans. Et mon premier réflexe, c'est de dire c'est une blague pour le dimanche matin. Non, c'est pas du tout une blague, venez. Et donc je monte, et effectivement, ça n'est pas du tout une blague. Et on est en ligne avec à la radio avec le commandant donc du ferry, et à qui on essaye de demander si tout le monde va bien à bord, s'il y a des blessés, s'il y a des dégâts matériels, s'ils sont en danger, si le navire risque de couler, etc. Et on se retrouve face à une personne qui nous tourne en boucle en nous disant « c'est pas moi qui lui suis rentré dedans, c'est pas moi qui lui suis rentré dedans ». Et on fait « monsieur, ça n'est pas le sujet, on est un centre de sauvetage en mer, on veut savoir si tout le monde va bien, si vous avez des blessés à bord, si on peut vous aider ». Voilà. Et donc très rapidement, on prévient les différentes autorités, je préviens mon directeur, et voyant qu'on n'arrive pas à communiquer avec ce bateau, on appelle un collègue qui se trouve en Corse. On contacte les gendarmes qui ont un hélicoptère. On demande au collègue gentiment de monter avec les gendarmes et de pouvoir aller sur zone. Et lui, n'étant pas dans ce stress-là, d'être capable de nous donner une image claire de la situation. Voilà. Donc après, c'est un événement qui, encore une fois, a eu un retentissement assez important parce que sur le plan légal, il a permis de découvrir qu'il y avait une zone de haute mer qui se trouvait dans ce secteur-là, qui a eu des implications juridiques derrière, des enjeux de sécurité justement sur cette zone-là du nord de la Corse. Voilà, donc beaucoup de répercussions autres, mais c'est vrai que c'est peut-être ce côté, alors c'est un peu l'anecdote, mais c'est un peu la petite chose qui marque de commencer son dimanche matin comme ça et de se retrouver avec finalement une opération extrêmement conséquente qui aura duré des jours et des jours entiers, parce qu'il a fallu désencastrer les 2 navires. Ce qui a pris un temps très conséquent derrière. Oui. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant, et ce qui nous amène aujourd'hui au Sri Lanka, c'est ce centre régional d'études maritimes, le CREM. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un projet, comme je disais en introduction, ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte il a été créé ?
Pourquoi, alors qu'est-ce que c'est que le crème bien évidemment, et pourquoi le Sri Lanka a été choisi pour l'accueillir ? De manière générale, l'océan Indien est une région qui a à faire face à un certain nombre d'enjeux maritimes significatifs, que ça soit la criminalité transnationale sous différentes formes, les trafics de drogue, les trafics de personnes, les enjeux. Alors la piraterie, cette partie du bassin est moins touchée, mais l'ouest du bassin océan Indien est très touché. La pêche illicite. Un certain nombre d'enjeux sont quand même assez communs à la région et nécessitent de s'y intéresser et nécessitent de traiter du sujet. Je vais encore donner des noms, mais à l'initiative du projet, je ne peux pas ne pas mentionner Jean-Baptiste Trouche, qui a été quand même un acteur clé de l'idée et de la promotion de ce centre. Et c'est aussi grâce à lui que je suis là aujourd'hui et que ce centre a pu être établi. Pourquoi le Sri Lanka ? Parce que son positionnement sur une route maritime qui est quand même assez stratégique, reliant l'Asie à l'Europe, en fait quand même un pays et un acteur qui est assez incontournable dans la zone. Il a également un positionnement qui finalement est assez central dans la région. Si on divise l'océan Indien en 2 sous-régions, si on parle d'un bassin Est et d'un bassin Ouest, on aurait un périmètre sur le bassin Ouest dans lequel on a quand même 2 départements français qui sont la Réunion et Mayotte. J'ajoute ça l'ETAF, mais plutôt les départements de la Réunion et de Mayotte. Avec une possibilité pour la France de rayonner autour de ces territoires et autour de ces départements français pour agir dans la région. Sur le bassin Est, on n'a pas forcément de présence française directe par un territoire français. Néanmoins, la France, effectivement, a un certain nombre d'enjeux sur cet espace. Et pour ce bassin-là, finalement, le Sri Lanka a une position qui est très centrale et qui permet, on l'espère en tout cas, de rayonner avec ce centre sur l'ensemble des pays riverains de l'océan Indien. Comme je le disais, l'inauguration du CREM vient d'avoir lieu. Quelles sont, en amont de cette inauguration, quelles ont été les principales étapes de la mise en œuvre du CREM ? Comment ça s'est déroulé pour en arriver jusqu'au jour de cette inauguration ? Donc, c'est un projet qui a été initié il y a plus de 2 ans maintenant, d'une réflexion qui a émané de la DCSD au départ. Au cours de l'année 2023, un certain nombre déjà d'actions ont été proposées aux Sri Lankais, donc d'actions de formation ont été proposées aux Sri Lankais, pour leur permettre de déjà avoir une notion de ce dont la France était capable d'apporter comme expertise dans le domaine de la formation à leur profit. C'est dans ce cadre-là, notamment, que j'ai été mobilisée à 2 reprises pour dispenser de la formation sur le domaine de la recherche et du sauvetage en mer. Comme je l'évoquais, donc une mission de la DCSD a eu lieu pour venir commencer à examiner la faisabilité d'implanter le centre au Sri Lanka, d'examiner les modalités justement de façon partenariale dont on allait s'insérer dans une structure sri-lankaise avec ce centre de formation. Ensuite a commencé un long processus d'établissement de l'accord qui finalement a été signé le 4 septembre 2024 entre la France et le Sri Lanka pour établir ce centre. Donc le 4 septembre, il y a eu la signature de cet accord et mon arrivée finalement alors par un hasard de calendrier, je tiens quand même à le préciser, mon arrivée sur le territoire est finalement à peu près coïncidée avec la signature de cet accord, ce qui nous a permis assez rapidement derrière d'entamer le travail puisque la partie sri-lankaise a également nommé le directeur du centre pour pouvoir commencer effectivement à derrière préparer la suite, c'est-à-dire réaliser tout le travail préparatoire sur structurer physiquement déjà le centre, ses locaux, établir un peu une stratégie pour les années à venir et commencer à réfléchir au programme de formation et préparer la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée hier. Juste pour comprendre, dans l'organigramme du CREM, donc il y a un directeur sri-lankais qui dirige le centre. Vous êtes placé où dans cet organigramme ? Alors, la structure, elle est composée de 3 personnes, un directeur qui est effectivement sri-lankais et de 2 directeurs des études, donc un directeur des études français qui est moi-même et un directeur des études sri-lankais. D'accord, très bien. Quels sont les principaux objectifs du CREM, notamment dans les problématiques maritimes qu'il vise à résoudre dans cette région de l'océan Indien, qui est une région, comme vous le disiez déjà, qui est une région stratégique ? Donc, son objectif en premier lieu, c'est bien le développement des compétences dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de l'environnement marin,
et sur certaines thématiques qu'on intégrera qui sont un petit peu plus transverses, comme de la gestion de crise, comme l'intégration d'outils satellitaires ou d'intelligence artificielle, et la façon dont ils ont une utilité pour ces thématiques. L'objectif prioritaire, c'est bel et bien de former du personnel d'organisation étatique, d'administration. Donc ce n'est pas une formation maritime pour former des marins de marine marchande, ce n'est pas pour former des étudiants pour faire des carrières un peu générales dans le domaine maritime, mais on s'intéresse bien à des actifs civils et militaires qui travaillent dans des organisations étatiques, des États de l'océan Indien, pour pouvoir les aider à monter en compétence sur ces sujets, pour avoir une meilleure connaissance, maîtrise et on l'espère à terme, capacité de surveillance et de contrôle de leur domaine maritime. Alors justement à ce propos, à qui elle va s'adresser ? Qui seront les stagiaires du CREM ? Quelles sont les compétences en fait clés que vous voulez transmettre à ces stagiaires ? Le public prioritaire, alors on identifie 2 cibles. Le public prioritaire, c'est donc des fonctionnaires, personnels civils et militaires, donc des organisations étatiques et des administrations des États de l'océan Indien. J'inclus là-dedans toutes les administrations en charge de thématiques maritimes, mais également la justice, parce que c'est important également, notamment dans le contexte de l'océan Indien, de s'intéresser à ceux qui sont en charge de faire appliquer la loi et la réglementation et qui sont en charge des poursuites judiciaires. Un deuxième public cible, mais là ce serait plus pour de la sensibilisation, pour de la formation, serait plutôt les autorités, peut-être politiques, les élus locaux, la sphère publique au sens un petit peu plus large, de même que certains acteurs du privé, qu'il est important à mon sens de sensibiliser à l'ensemble de ces enjeux, également pour leur faire prendre conscience de l'importance de ces sujets. Et je pense que c'est en prenant bien en compte ces 2 aspects et ces 2 publics cibles, donc vraiment notre cœur de cible des administrations pour la formation, mais également tout ce qui, entre guillemets, gravite autour, qu'on va pouvoir, on l'espère en tout cas, faire évoluer ces différentes thématiques. Est-ce que vous avez déjà établi, alors c'est en cours, hein, je vois bien que le projet avance aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des types de formations qui sont prêtes, où la réflexion est pratiquement aboutie, qui seront proposées, que ça soit sur des parties théoriques? Est-ce qu'il va y avoir aussi des stages pratiques qui vont être proposés par le CREM ? Oui, tout à fait. Je reviens juste après sur les sujets et thématiques de formation. Mais sur l'organisation concrète, comme on parle de développement de compétences, l'objectif, c'est pas uniquement donner des cours théoriques très généraux sur du droit international maritime, même si ça en fait partie, mais c'est bien de dispenser des formations les plus utiles possibles pour les différents acteurs que j'ai mentionnés juste avant. Ce qui signifie qu'effectivement, il y aura des formations qui correspondront plus à un niveau gestion de crise, gestion d'événements pour des décideurs. Il y aura des stages de terrain beaucoup plus pratiques. Un exemple sur les pollutions en mer, il est tout à fait possible de dispenser des formations de terrain sur la lutte à terre, la lutte en mer, le nettoyage des plages, le déploiement d'équipements de lutte anti-pollution. Ça, c'est des choses très concrètes. Et effectivement, il y aura également de la formation sur le cadre réglementaire, et là, c'est ce que je disais, c'est plutôt pour s'intéresser à ceux qui prennent les décisions, à ceux qui auront peut-être à élaborer de la réglementation, notamment sur les sujets où elle n'existe pas, où elle est encore insuffisamment développée. Là, on va avoir effectivement besoin de cadres théoriques un peu plus importants, un peu plus poussés. Donc, il y aura bien ces différents niveaux, j'ai envie de dire échelles, donc de stages plus pratiques, de stages plus théoriques, en fonction des besoins. En termes de thématiques, ce qui va être couvert comme sujet, donc c'est un panel assez large qui a été prévu initialement, donc comme je le disais, qui évoque les thématiques de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de l'environnement marin. Donc dit comme ça, le champ est très large. À l'intérieur, on a déjà commencé à identifier un certain nombre de sujets un petit peu plus précis. Néanmoins, on est toujours pour l'instant en phase d'identification plus précise des besoins de formation. Donc on a des grands sujets clés, on a des grandes thématiques, mais là, il est important de continuer à aller voir les différents acteurs et partenaires pour voir avec eux justement quel est sur ces sujets le niveau
d'attente. Est-ce que justement on attend plus de la formation théorique? Est-ce qu'on attend plus de la formation pratique? Est-ce qu'on souhaite s'intéresser à la partie procédure judiciaire? Est-ce qu'on souhaite s'intéresser au cadre international légal? Voilà. Donc tout ça, c'est fait encore en construction pour l'instant. D'ailleurs, alors justement à ce propos, comment elle se passe cette réflexion? C'est bien un travail d'équipe avec justement le Sri Lanka, et puis ce sont des choses qui peuvent évoluer en fonction des situations. Vous allez pouvoir travailler, enfin j'allais dire pratiquement au jour le jour en fonction des besoins et de pouvoir réadapter au cas où des formations? Oui, tout à fait. Pour l'instant, le format qui est prévu, au moins dans un premier temps, ce sont des stages courts, des formats de modules courts. Quand je dis court, d'1 semaine à 2 semaines. La première année, donc le centre ne sera pas ouvert à l'international, mais sera ouvert exclusivement à des participants sri-lankais. Et l'idée, c'est de pouvoir justement tester les formations. On va fonctionner par une approche un peu pragmatique du petit pas. On va mettre en place certaines actions de formation avec quelque part un public test. Et on va dépendre aussi de leur retour d'expérience, et ça va être une phase extrêmement importante cette première année, pour voir justement si l'offre de formation répond à leurs attentes et, le cas échéant, l'ajuster en tant que de besoin, avant, ensuite, à partir de 2026, d'ouvrir plus largement ces formations aux autres États riverains de l'océan Indien. Quand ça sera ouvert, sur l'impact régional du CREM, comment il va contribuer à renforcer la coopération régionale, de la standardisation des pratiques maritimes entre les pays partenaires qui vont se greffer à partir de 2026? De par mon parcours personnel, j'ai déjà une conviction intime qui est que quand on met les gens dans la même pièce et qu'ils se parlent entre eux, c'est déjà le début de la coopération et c'est extrêmement important pour la suite. J'ai eu la chance de le voir notamment au CROSS à La Réunion, où on avait des actions partenariales avec des Malgaches, avec des Comoriens, avec des Seychellois. Et le fait de les avoir fait venir chez nous pour de la formation, mais côtoyer nos équipes, faisait que quand ils repartaient dans leur pays, c'était beaucoup plus simple de prendre le téléphone, de les appeler parce qu'on se connaissait, et de dire voilà la situation qu'on a à faire, est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut vous apporter un coup de main, etc. Donc connaître les gens, ça facilite déjà énormément ce contact initial et cette facilité qu'on a à prendre le téléphone et dire tiens, il y a peut-être un truc qu'on pourrait faire ensemble avec toi, est-ce qu'on peut le faire? Donc première chose, je suis convaincue qu'à mettre des gens de différents états dans la même pièce, à se parler ensemble, on commence par créer ces connexions et ces contacts humains qui créeront cette facilité de parole. L'autre aspect étant que ces formations sont ouvertes à l'ensemble des États de la région, ce qui fait que ce sont les mêmes formations qu'on va dispenser pour les uns et les autres en ayant une variété de publics dans la même pièce. Donc, les supports de formation seront communiqués et partagés avec les stagiaires, des procédures opérationnelles, des guides, des documents pratiques pourront être fournis à tous ces pays et quelque part on obtiendra une forme de standardisation, au moins de partage et d'échange, en ayant des documents qui auront été travaillés avec nos participants et nos stagiaires et qui sont ensuite partagés collectivement avec la communauté. C'est un projet, c'est une réflexion française à la base. Aujourd'hui, en quoi le CREM s'inscrit-il dans cette politique française de coopération maritime et plus particulièrement, bien évidemment, à l'international? En premier lieu, par sa thématique. Déjà parce qu'on traite de sécurité maritime, qui est un des enjeux, en particulier pour l'océan Indien, de la sécurisation de cet espace maritime, ou à tout le moins de la lutte contre les menaces que représentent la criminalité transnationale, la pêche INN, les différents trafics, la piraterie, etc. Donc par cet aspect-là, déjà, par la thématique sécurité maritime, on s'intègre pleinement dans la stratégie de la France pour cet espace. Également, ce centre a une approche multilatérale. Si l'accord qui a été signé est un accord bilatéral entre la France et le Sri Lanka, par essence même et par la définition même du centre dans cet accord, on est sur un centre qui a une vocation à agréger des partenariats et à travailler avec des partenaires. L'idée n'était pas d'arriver et de proposer des formations en concurrence avec les autres actions qui peuvent déjà exister dans le domaine de la sécurité maritime, et il y en a un certain nombre d'initiatives, de programmes, de projets de formation qui existent dans la zone, mais à l'inverse,
c'est de voir comment on peut travailler en synergie avec ces différents programmes et voir comment on peut venir s'insérer dans les thématiques qui sont peut-être un peu moins traitées et venir compléter l'offre de formation sur les domaines qui sont un petit peu moins traités que les autres. À titre d'illustration, le sujet de la sûreté maritime, c'est un sujet, pardon la formule, à la mode. Énormément de formations sont réalisées en matière de sûreté maritime. La Maritime Domain Awareness, MDA, est également un sujet qui est extrêmement traité par un certain nombre de partenaires. Typiquement, l'idée ne sera pas d'investir ces thématiques-là en déployant une offre de formation significative là-dessus, plutôt de voir quels partenaires accepteraient de venir travailler avec le CREM sur ces sujets-là, et nous concentrer sur d'autres thématiques pour avoir quelque chose de vraiment intégré sur l'ensemble du spectre. Vous en parliez à l'instant justement des partenaires, des autres formations qui peuvent exister aujourd'hui sur ces sujets effectivement qui concernent énormément de monde et en particulier dans cette région. Comment vous collaborez aujourd'hui avec les institutions locales, évidemment, et puis parce que c'est dans un premier temps le but du CREM, vous le disiez sur la première année, et ensuite en international. Est-ce qu'il y a des opportunités de partenariat qui sont en train de se mettre en place ou que vous souhaitez développer par la suite ? En premier lieu, donc je le rappelle, le CREM est un centre sri-lankais puisqu'il a une direction sri-lankaise et qu'il est organiquement rattaché donc à la General Sir John Kotelawala Defence University, donc KDU pour faire court, l'université de défense de Colombo. Et par ce biais et par cette intégration dans cette structure universitaire, elle a accès donc à un certain nombre de partenaires sri-lankais. Et en tout cas, les liens, s'ils ne sont pas préétablis, vont l'être avec l'ensemble des administrations qui interviennent dans les domaines maritimes au sein des organisations étatiques sri-lankaises. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, on fait en sorte de vraiment intégrer l'ensemble des partenaires sri-lankais et pas uniquement en tant que personnel formé. C'est-à-dire qu'il est prévu dans le projet très clairement qu'on aille également chercher des formateurs locaux, des formateurs sri-lankais pour pouvoir dispenser des formations sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles ils disposent d'une expertise. Sur la partie internationale, c'est un petit peu prématuré de confirmer des partenariats. Par contre, on a eu des manifestations d'intérêt très claires d'un certain nombre de partenaires. Le projet a été reçu par pas mal de monde de façon extrêmement favorable. Et donc, on a un certain nombre de sollicitations dont on espère qu'elles puissent se concrétiser pour travailler main dans la main avec un certain nombre d'acteurs, à la fois des acteurs étatiques et des organisations internationales, des think tanks et des structures très variées. Bien sûr. Bon, vous venez d'en parler à l'instant, évidemment, et il y a plein de choses, je le comprends, qui sont en train de se mettre en place, et puis des choses qui se feront au fur et à mesure, et avec ce step de 2026, avec l'ouverture sur la région. Est-ce que vous avez quand même déjà, vous, en tête, entre guillemets, le prochain step des objectifs de développement du CREM, des priorités que vous êtes fixées à court et moyen terme? On ne va pas aller sur le long terme, bien évidemment. Il y a deux aspects. Il y en a un, effectivement, c'est sur la partie partenariale. On va progressivement quand même aller démarcher les États voisins pour aller faire ce travail d'identification de leurs besoins de formation, vérifier qu'on est bien en cohérence avec ce qu'on a déjà dans notre offre de formation ou l'adapter et la compléter en tant que de besoin. Donc ça, c'est effectivement un premier aspect. Le deuxième, en termes de perspective, c'est sur les formats même des cours. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais ce qui est prévu dans le projet, c'est bien deux offres de formation qui vont fonctionner en parallèle. Une plutôt constituée de stages courts, donc de modules d'1 à 2 semaines, encore une fois qui peuvent être soit pratiques, soit plus théoriques, mais en tout cas sur un sujet très ciblé. À côté de ça, l'idée est quand même de développer un cursus plus académique, plus long, sur un format qui reste à définir précisément, sur un niveau ou une équivalence universitaire qui, pareil, restera à préciser. Donc c'est un projet de moyen terme, de mettre en place une formation qui pourrait être diplômante. Donc avoir un cursus plus académique qui accompagne ou qui vienne s'ajouter en parallèle ou compléter l'offre de formation telle qu'on est en train de l'initier maintenant.
Si vous deviez faire un post LinkedIn ou faire un résumé en quelques mots du CREM, quelqu'un qui vient vous voir en disant « Le CREM, c'est quoi ?» Vous allez en une ou deux phrases pouvoir lui dire quoi aujourd'hui ? Le CREM, c'est quoi ? Le CREM, c'est un centre de formation à destination donc des administrations des États de l'océan Indien qui a vocation à former sur les sujets de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la protection de l'environnement marin, donc sur un large spectre des problématiques et des enjeux maritimes qui intéressent la région de l'océan Indien. Elle a vocation à promouvoir la coopération régionale, elle a vocation à promouvoir le partage des bonnes pratiques, et surtout, c'est le premier centre soutenu par la DCSD qui est entièrement anglophone. Alors je sais que la défense de la francophonie est également un enjeu de la stratégie française. Néanmoins, par ce biais-là, ça nous permettra de toucher quand même tout un public cible qu'on ne touchait pas forcément jusqu'à présent, donc un public anglophone, qu'on pourra amener progressivement en leur faisant comprendre à quel point la France c'est bien, également à la francophonie et pourquoi pas, parce que d'ailleurs ça fait également partie du projet, à s'attacher à une université française pour continuer à développer nos programmes. Pour terminer, à titre plus personnel, comment vous vivez cette expérience de coopérante ? Je suis là depuis 3 mois, donc je vais dire très bien, parce que j'ai encore les yeux qui brillent du charme de la nouveauté. Alors pour ma part, personnellement, c'est pas la première fois que je fais l'objet d'une expatriation. Il s'avère, pour ne rien cacher, que j'ai un père qui a été diplomate pendant de longues années. Et donc j'ai entièrement grandi à l'étranger. Je ne suis rentrée en France que pour des études supérieures. Donc je suis très contente, à titre personnel, de retourner en zone intertropicale, sous des latitudes qui me conviennent personnellement bien mieux, n'en déplaise à la neige, que j'aime aussi beaucoup. Le cadre de vie au Sri Lanka est vraiment très agréable, donc ça mérite d'être dit aussi. et j'ai la chance d'avoir des enfants en bas âge qui sont extrêmement heureux de pouvoir courir pieds nus, de voir des animaux, parce que c'est un pays extrêmement vert et avec beaucoup de vie autour. Et pour ça en fait une expérience qui jusqu'à présent est très positive. Oui, il y a pire pour grandir pour les enfants, effectivement. Et d'un point de vue professionnel, vous êtes une experte déjà maritime avec une solide expérience. C'est quelque chose, sans parler d'un step supplémentaire, mais c'est quelque chose qui va être important aussi dans votre carrière, ce passage, d'après vous ? Alors, je raisonnerai pas en termes de carrière, dans le sens où je n'ai pas fait pour venir ici le calcul de me demander ce que ça m'apporterait pour une évolution de carrière. Enfin, je voulais dire dans vos connaissances et dans votre pratique ensuite pour la suite. Oui, dans ma pratique pour la suite, oui. Pour être très honnête, moi j'ai toujours un peu raisonné comme ça, c'est-à-dire que je m'intéresse à un poste pour ce que ça peut m'apporter en termes d'enrichissement personnel. Et j'aime à dire que je suis bien là où j'ai des choses à apprendre et où ça me plaît en découvrant de nouveaux sujets, en investissant de nouvelles thématiques. À l'inverse, si j'avais l'impression de tout savoir et de tout connaître de ce poste-là, je suis étonnamment pas sûre que je m'y plairais beaucoup. Donc là, ce que j'aime, c'est qu'il y a énormément de choses à découvrir. Même si j'ai déjà fait de la formation précédemment, je ne m'étais jamais retrouvée dans une position où on a, justement en tant que directeur des études, à préparer des cursus de formation complets, à solliciter des formateurs, à monter des programmes. Donc à ce niveau-là, j'ai pas mal de choses à découvrir et je découvre au quotidien et c'est extrêmement enrichissant. Y compris sur mes thématiques métiers, je m'intéresse notamment en ce moment beaucoup à ce qui existe au Sri Lanka, que ça soit sur le cadre réglementaire ou de façon pratique, sur toutes ces thématiques-là, là où le pays en est, ce qui est à améliorer, ce qui peut être fait. Je fais de la lecture sur les projets de développement d'économie bleue du Sri Lanka, enfin voilà. Donc il y a énormément de choses à apprendre, et sur les sujets dont effectivement je considère que c'est un peu mon cœur de métier, donc sur l'aspect de la sécurité maritime, mais également sur toute cette région de l'océan Indien, à échanger avec toutes les personnes que l'on rencontre dans ce cadre. On en apprend énormément sur la région et de façon plus fine, justement sur les enjeux, les problématiques, ce qui touche les gens au quotidien, leur perception des choses, etc. Donc à ce niveau-là, c'est extrêmement enrichissant. C'est ma dernière question et c'est une question récurrente. Je crois comprendre un petit peu et puis c'est tout récent, mais bon, je dois la poser quand même. Est-ce que vous êtes une coopérante heureuse ? Oui.
Je crois que je suis capable de répondre en un seul mot, oui. Karine Buzot, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Merci à vous, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.